D'accord, donc merci beaucoup, cher ami Simadani, pour votre présentation. Donc c'est à mon tour de vous remercier d'être présent et de continuer d'être présent donc jusqu'à 7 heures, malgré donc la fatigue. Euh, donc je vais vous présenter un sujet qui est intéressant et qui a aussi sa place donc lorsqu'on parle de la médecine psychosomatique. Donc on va aborder le sujet donc de la place des antidépresseurs dans la prise en charge des symptômes médicalement inexpliqués. Donc le sujet n'était pas facile, mais on va essayer donc de le simplifier. Donc ça a été dit, et comme vous le savez, que les symptômes médicalement inexpliqués est un problème qui est très fréquent en pratique clinique. Ça, donc, on est tous d'accord sur ça. C'est un problème qui est très peu reconnu et du coup, c'est un problème qui est sous-estimé. D'accord ? Alors que certaines études, ils ont montré que la prévalence en soins primaires, donc ils peuvent aller jusqu'à 50% des patients qui consultent en médecine générale, qui consultent pour des symptômes médicalement inexpliqués. Donc, moi, en tant que médecin, spécialiste ou généraliste, donc on doit avoir une idée sur ce que c'est que donc, ces symptômes médicalement inexpliqués. D'autant plus que, et vous le savez, que dans notre formation médicale, on n'a pas eu donc, de chapitre ou de module qui traite donc, cette problématique qui est paradoxalement fréquente dans la pratique clinique. Donc, ça a été déjà rapporté que le concept est un peu compliqué. Il est compliqué parce qu'il y a pas mal de classifications. Il est compliqué sur le plan nosographique. Il est compliqué sur le plan donc, des appellations, des nominations. On parle parfois de plaintes somatiques, de plaintes psychosomatiques, donc de troubles somatoformes, donc énormément de termes. Donc c'est ce qui fait un peu la complexité sur le plan aussi thérapeutique. Donc il est aussi compliqué parce qu'il y a un large éventail de symptômes. Donc de symptômes qui sont bénins jusqu'aux symptômes qui sont, ou bien jusqu'aux syndromes qui sont vraiment invalidants et qui font que le malade, il va faire donc énormément d'investigations, il va dépenser énormément d'argent, il va donc rentrer dans un cadre de ce qu'on appelle de nomadisme médical. D'accord ? Donc ce n'est pas facile ni pour le patient, ni pour la famille, ni pour le médecin. Donc c'est tout un concept qui nécessite quand même donc, des efforts fournis par tout le monde, d'où la multidisciplinarité. Donc un autre élément qui explique donc, la complexité, c'est les comorbidités fréquentes. Donc ça, j'attire votre attention parce qu'on ne trouve jamais presque un symptôme ou un syndrome médicalement inexpliqué qui existe seul. Énormément donc, de comorbidités, donc c'est des symptômes, par exemple, prenons l'exemple de syndrome de l'intestin irritable plus le syndrome de fatigue chronique, des syndromes et des symptômes qui sont associés à l'anxiété et la dépression, et même des symptômes et des syndromes qui sont associés à des maladies physiques. Et là, on va en parler par la suite. Donc le coût il est très élevé, donc expliqué par donc, une errance diagnostique et de multiples investigations. Et du coup, la prise en charge, à mon avis, elle est frustrante. Donc, il nécessite quand même donc, un travail collaboratif. Et d'où l'intérêt d'un travail qui est collaboratif, multidisciplinaire. Et aussi, je cite la place, parce que c'est l'objectif de la présentation, je cite qu'il y a aussi, bien l'objectif de la présentation, est-ce qu'il y a une place pour les antidépresseurs? Je dirais que je suis là pour défendre cette place. Donc, il a une vraie place pour les antidépresseurs. Et vous savez très bien que certains médecins généralistes ou spécialistes, quelle que soit la spécialité, ils ont des difficultés pour prescrire les psychotropes, notamment les antidépresseurs et les anxiolytiques. Donc notre objectif dans cette séance, c'est de vous dire qu'on peut, même en tant que non-psychiatre, prescrire des anxiolytiques et surtout des antidépresseurs pour ce type de malades parce que c'est des malades vraiment souffrants. Donc, ce qui vraiment complique la prise en charge, c'est cette comorbidité qui est très, très
compliqué avec les interactions. Vous voyez donc là, des interactions avec la dépression, c'est-à-dire que la dépression, il se peut qu'il soit une conséquence de ces symptômes médicalement inexpliqués, que le malade est souffrant et du coup il va se compliquer donc par une dépression. Ou bien il se peut qu'il soit en rapport avec un trouble anxieux catégorisé, parfois même donc des comorbidités entre des syndromes médicalement inexpliqués et certaines situations qui sont un peu compliquées en pratique, c'est la présence de ces symptômes avec une maladie physique. Donc je pense que c'est une situation qui est délicate parce que la maladie physique, il pourra faire ce qu'on appelle une amplification du symptôme. Prenons par exemple, c'est un proche que je connais qui avait qui a consulté qui avait des antécédents de troubles anxieux-dépressifs. À un certain moment, au cours de sa vie, il a développé donc des douleurs abdominales traversant le cadre colique. Et le gastro-entérologue, il a apparemment posé le diagnostic d'un problème fonctionnel. Il n'a même pas fait donc quelques analyses minimes donc, pour voir de quoi il s'agit. Donc, au fur et à mesure, donc, la douleur s'intensifie. Et je me rappelle, puisque c'est un proche, je me rappelle de lui, il est décédé actuellement. Donc, il avait des douleurs très atroces, peut-être qui est similaire à la douleur d'une femme enceinte. D'accord ? Donc, du coup, il est revenu à son gastro-entérologue, il a insisté sur le fait qu'il demande un bilan. Donc, le gastro a fait une TDM cérébrale et a trouvé donc un foie qui est bourré donc, de métastases et c'était un cancer du pancréas. Donc, le cancer du pancréas, et on sait très bien que dans le cancer du pancréas, qui est un cancer méchant, il y a une tristesse, une dépressivité particulière pour ces malades. Donc, je vous dis ça juste pour faire attention parce que donc, il y a cette interactivité. On ne peut pas parler donc, de symptômes isolés comme par exemple ce qu'on a l'habitude lorsqu'on prend en charge, lorsqu'on évoque une maladie X et on va la traiter comme telle. Donc, c'est la complexité, je pense, et l'interactivité qui va donc, donner donc, de l'intérêt à cette entité nosographique. Donc, un article publié donc, qui est récent, en 2021, et qui donc, rapporte que ces symptômes somatiques, ils ont aussi un risque suicidaire, avec même un risque de tentative de suicide. C'est-à-dire, là, il ne faut pas les banaliser. Donc, le risque suicidaire, il est là, en dehors même de toute maladie mentale surajoutée. D'accord ? Parce que les analyses, ils ont analysé, ils ont supprimé peut-être les gens qui ont une maladie mentale comorbide pour ne pas dire que le risque suicidaire il est lié uniquement à la dépression, à l'anxiété. Donc, les facteurs de risque des tentatives de suicide chez ces patients sont la colère, l'alexithymie, donc ça a été abordé par Madame Lamia Rouja. Donc, l'alexithymie, vous avez 3 parties. Donc, le A, c'est l'absence. Alexis, donc c'est les mots. Et thymie ou thymos, donc c'est pour exprimer les émotions. Donc, finalement, c'est l'absence de parole pour exprimer les émotions. Donc, c'est un problème d'expression et de reconnaissance des émotions. D'où l'intérêt de faire donc, un effort, de travailler avec les enfants pour savoir exprimer, pour savoir s'exprimer sans pour autant tomber dans la dramatisation et la surexpression des sentiments. Donc, un autre élément très important, c'est ce fameux cercle vicieux. Donc, il faut le reconnaître, parce que si on ne le reconnaît pas, on trouve des difficultés pour prendre en charge ces malades. Donc, c'est un cercle vicieux qu'on doit normalement briser. Donc, c'est le point de départ de la prise en charge. Donc, là, vous avez donc les symptômes médicalement inexpliqués, et avec donc les coûts très élevés, les investigations multiples et l'altération de la qualité de vie, ils peuvent se compliquer par des troubles anxieux ou des troubles dépressifs. Et on sait très bien qu'il y a une composante somatique très importante, propre à l'anxiété et à la dépression, ce qui fait que
ça va aggraver donc ces symptômes et on va se retrouver donc avec un cercle vicieux et sans évaluation approfondie, on trouve des difficultés pour gérer ces malades. Il faut une évaluation psychiatrique et psychologique très importante. Donc, on a déjà dit que l'éthiopathogénie de ces symptômes et de ces syndromes est un peu compliquée, multifactorielle, et du coup, la prise en charge elle est délicate et il doit être multidisciplinaire, biopsychosocial. D'accord ? Je parle donc le but de mon intervention, c'est les antidépresseurs, mais il faut dire que l'élément principal ou la prise en charge dans sa globalité doit donc se baser sur ce modèle biopsychosocial, c'est-à-dire la composante biologique, les médicaments, psychologiques, donc les interventions psychologiques, et sociales, donc en se référant aux interventions sociales. Donc maintenant, la place des antidépresseurs. Les antidépresseurs, ils sont là. Ils ont quand même une place, à mon avis, on va le voir. Et il y a d'autres méthodes de prise en charge de ces malades. Donc nous avons les psychothérapies, on a parlé, des traitements symptomatiques, des anxiolytiques, des antipsychotiques même, et des interventions sociales. Donc là, il y a des antipsychotiques, on va les voir, qu'on peut utiliser pour ces patients. Donc toujours, pour les antidépresseurs, il faut savoir que c'est le psychotrope le plus utilisé en médecine psychosomatique, les antidépresseurs. Et du coup, je pense que le généraliste, il doit quand même avoir des connaissances de base pour savoir manipuler donc, ces médicaments. Ce n'est pas très, très difficile à le faire. Donc, pourquoi ils ont un intérêt en médecine psychosomatique? Parce qu'ils sont efficaces chez les patients anxio-dépressifs et on a vu que l'anxiété et la dépression pourra entretenir donc le cercle vicieux. Donc du coup, on doit travailler, on doit traiter l'anxiété et la dépression s'il existe. Et en plus de la comorbidité anxio-dépressive, on sait très bien que les antidépresseurs, ils ont une efficacité prouvée sur la douleur, sur l'asthénie et les symptômes fonctionnels en général. C'est-à-dire, en dehors de toute dépression, il y a un intérêt. Lorsqu'il n'y a pas de dépression, lorsqu'il n'y a pas de troubles anxieux, il y a un intérêt très important de ces molécules dans la prise en charge de ces patients. Donc, on va essayer de passer en revue rapidement les différentes situations ou la place des antidépresseurs dans différents symptômes et syndromes, rapidement pour voir donc, ce que dit donc, la littérature actuelle. Donc, on va commencer par le syndrome de l'intestin irritable. Donc, c'est des guidelines qui sont publiés donc, récemment, je pense que c'est le 2021 ou le 2022. Donc, les recommandations du Collège américain de gastroentérologie en 2021 recommandent l'utilisation des antidépresseurs tricycliques pour le traitement du syndrome de l'intestin irritable. Donc, ça a été rapporté par le professeur Kawi Amin. Donc, notez, donc, là, c'est les premiers antidépresseurs qui sortent pour vous, c'est les antidépresseurs tricycliques. Donc, je dois les connaître quand même. Il y en a deux fameux antidépresseurs, on va les voir. Donc, il n'y a pas beaucoup dans cette catégorie. Une autre étude, donc, une autre revue, donc, parlant de la psychopharmacologie dans le syndrome de l'intestin irritable, recommande en première intention les antidépresseurs tricycliques, les IRS, les IRSNA, donc les inhibiteurs de la recapture spécifique de la sérotonine et les inhibiteurs de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc, en deuxième intention, il recommande les antipsychotiques. Donc, lorsqu'on parle d'antipsychotiques, ce n'est pas des médicaments à dose antipsychotique, si vous voulez. Ce sont des petites doses, on va les voir. Donc, maintenant, une autre revue très intéressante, publiée récemment aussi, donc, qui met en évidence les différents neuromodulateurs utilisés dans le traitement du syndrome de l'intestin irritable. Et là, on trouve donc ce qu'ils ont évoqué donc, comme traitement pour ce fameux syndrome. Donc, ils recommandent les antidépresseurs tricycliques, notamment l'amitriptyline, donc le laroxyl, et les imipramines, donc c'est le tofranil. Donc, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ils sont aussi indiqués, on va voir, notamment la fluoxétine, la sertraline, l'escitalopram, la paroxétine.
les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, notamment la duloxétine et la venlafaxine, et les antipsychotiques atypiques de nouvelle génération, donc, qui sont la kétiapine, le lonzapine et l'aripiprazole, parce que pas mal d'ordonnances des médecins, dans pas mal d'ordonnances de médecins généralistes figurent donc le sulpirite, le fameux dogmatile, figure donc le lonzapine, d'accord. Donc on va voir leur place exacte dans cette prise en charge. Donc on va commencer par les antidépresseurs tricycliques. Donc je vais répondre à la question du docteur Braheli. Donc, les antidépresseurs tricycliques, l'amitriptyline et l'imipramine, ils sont plutôt, selon donc cette revue, indiqués dans le syndrome de l'intestin irritable avec des diarrhées réfractaires prédominantes. Parce qu'on sait très bien que parmi les effets indésirables, donc c'est les effets anticholinergiques et notamment la constipation. Par contre, lorsque dans le syndrome de l'intestin irritable avec une constipation prédominante, privilégiez les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et je répète, donc la fluoxétine, les citalopram, la paroxétine et la sertraline. Bien sûr, on commence à petite dose. D'accord? Et lorsque le syndrome de l'intestin irritable est associé à une douleur prédominante, privilégiez donc les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, et notamment la venlafaxine et la duloxétine. Donc, je pense que c'est important de faire donc, cette classification pour voir donc, la place et l'intérêt donc, pour chaque indication. Même lorsque vous avez un syndrome de l'intestin irritable réfractaire, c'est-à-dire donc, difficilement gérable ou difficile à gérer par un seul antidépresseur, il faut potentialiser donc, par un traitement, potentialiser donc, le traitement antidépresseur par un antipsychotique. Et là, vous avez la kétiapine, donc le 25 mg, dose de début. Ce n'est pas des doses antipsychotiques, c'est des doses plutôt, même pas antidépressives. Parce qu'on sait très bien, nous, que certains neuroleptiques, certains antipsychotiques de deuxième génération, c'est plutôt des antidépresseurs à faible dose. D'accord? Et parfois, on se retrouve avec des malades qui posent la question, ils me disent que j'ai vu le prospectus et j'ai découvert que ce médicament est prescrit pour les malades schizophrènes. Donc là, c'est une question de dose, ça n'a rien à voir avec la schizophrénie. Donc retenez donc la kétiapine, l'olanzapine et l'aripiprazole. Pourquoi il est intéressant d'insister sur l'aripiprazole? Donc c'est une nouvelle molécule, une nouvelle antipsychotique de nouvelle génération, et qu'il n'a pas donc le problème, donc il n'induit pas trop de syndrome métabolique, parce que c'est le grand problème avec l'olanzapine et en deuxième degré avec la kétiapine, c'est l'obésité, le syndrome métabolique. Donc, avec l'aripiprazole, je pense qu'on peut gérer donc cet effet indésirable. Donc maintenant, passons à la dyspepsie fonctionnelle. Donc le traitement, il faut savoir que donc, selon cette méta-analyse qui est récente, regroupant 13 études avec 14 000 patients, il y a donc les chercheurs, les auteurs, ils ont trouvé une association significative entre la dyspepsie fonctionnelle et la dépression et l'anxiété. Une association confirmée, très significative. Et la prévalence de symptômes de dépression et d'anxiété, elle est beaucoup plus importante chez les malades avec une dyspepsie fonctionnelle réfractaire. D'accord? Et voilà donc l'intérêt des antidépresseurs dans ce cas. Donc, les guidelines, toujours dans la dyspepsie fonctionnelle de la Société britannique de gastroentérologie, en 2022, ils recommandent en deuxième intention les antidépresseurs tricycliques pour le traitement et la prise en charge de la dyspepsie fonctionnelle. Et surtout, il insiste sur l'amitriptyline à partir de 10 gouttes par jour le soir. Et on sait très bien, comme ça a été déjà dit par le professeur Mkawi, que l'amitriptyline est présent chez nous sous forme de gouttes et on peut le manipuler facilement. Il est facilement manipulable et aussi il est moins cher. C'est un médicament qui peut être intéressant dans ce cas, avec une recommandation forte et des qualités de preuve modérées. Donc les antipsychotiques, ils sont également indiqués, notamment le sulpiride et le lévosulpiride, avec bien sûr un niveau de preuve qui est moindre par rapport aux antidépresseurs tricycliques. Alors que
les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline n'ont pas de place dans le traitement de la dyspepsie fonctionnelle, donc toujours selon ces guidelines. Donc, une autre revue systématique donc, rapporte que les antidépresseurs tricycliques, les sulpérides ou le lévosulpéride, étaient tous efficaces par rapport au placebo dans la prise en charge de la dyspepsie fonctionnelle. D'accord. Une autre question qui est intéressante, pourquoi les antidépresseurs chez les patients souffrant de troubles fonctionnels digestifs? C'est-à-dire par quels moyens ils peuvent calmer donc la plainte. Donc il y a deux actions, donc il y a une action centrale. Normalement, les antidépresseurs, ils peuvent agir sur la dépression, ils peuvent agir sur l'anxiété, ils peuvent agir sur les différents symptômes médicalement inexpliqués, ils peuvent restaurer le sommeil, ils ont un effet donc antalgique propre qui n'est pas en rapport avec l'effet antidépresseur, et ils ont un effet donc sur la modulation de la perception de la douleur viscérale, avec d'autres donc actions périphériques, notamment l'effet toujours qui est analgésique. Donc maintenant, parlons un peu de syndrome de fatigue chronique. Donc ça a été déjà rapporté par le professeur Alaoui qu'il n'y a pas pour le moment de traitement. Donc j'ai beaucoup cherché. Donc on parlait donc dans les années 90, donc j'ai trouvé donc des articles très anciens. Les années 90, on parlait de l'intérêt de la fluoxétine, de l'intérêt de bupropion, mais apparemment il n'y a pas donc de médicament qui est d'antidépresseur qui a une place dans la prise en charge du syndrome de fatigue chronique. Donc dans cette revue, donc dans cette étude donc comparative, ils ont trouvé une supériorité donc de l'amisulpride par rapport à la fluoxétine, mais rien n'est prouvé. Donc une étude publiée dans le Lancet Psychiatrie montre que la fluoxétine à 20 mg, donc il n'a pas du tout d'effet bénéfique sur aucune des caractéristiques de syndrome de fatigue chronique, même avec une dépression. Même les symptômes dépressifs associés, la fluoxétine il n'agit pas, donc et du coup on peut dire qu'il a donc ces symptômes dépressifs associés au syndrome de fatigue chronique, ils ont une physiopathologie peut-être particulière. Donc retenez qu'il n'y a pas pour le moment d'antidépresseurs pour ceux, sauf peut-être s'il y a donc de vraies comorbidités qu'on peut gérer. Pour la fibromyalgie, donc il y a beaucoup plus d'études que par rapport au syndrome de fatigue chronique. Donc une étude donc, qui compare la métriptyline avec pas mal de médicaments autorisés par donc, la FDA donc, pour la prise en charge de la fibromyalgie. Donc il retrouve que la métriptyline donc, il améliore le sommeil, la fatigue et la qualité de vie globale des patients. Alors que la duloxétine à 120 mg, il agit sur la douleur et la dépression. Donc, encore une fois, donc, la métriptyline, il sort, donc il confirme sa place donc, dans la prise en charge de ces syndromes. Les douleurs chroniques maintenant, donc c'est une étude qui est très intéressante aussi, qui a comparé 25 antidépresseurs différents qui ont été comparés dans cette étude. Les douleurs chroniques qui ont été étudiées donc, dans cette étude publiée récemment, donc en mai 2023, la fibromyalgie, les douleurs neuropathiques et les douleurs musculo-squelettiques. Et dans cette étude, les auteurs ils ont exclu les patients qui ont une composante dépressive associée pour voir vraiment l'impact de ces antidépresseurs. Donc, à votre avis, quel est le antidépresseur qui sort en premier pour gérer donc, ces types de douleurs? Donc, parmi 25 médicaments, 25 antidépresseurs, à votre avis, est-ce que vous pouvez deviner donc le premier? La métriptyline. Oui, non? La duloxétine, oui. Effectivement, donc c'est la duloxétine, donc c'est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, de la noradrénaline. Donc, et le deuxième, à votre avis toujours, c'est le milnacipran. Donc, c'est un médicament qui est, je pense qu'il n'est pas disponible chez nous. C'est, on peut dire, l'équivalent des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. L'équivalent de la venlafaxine. Donc, c'est à peu près ça. Et donc, ces deux médicaments, ils ont un intérêt pour le traitement, pour gérer donc, les douleurs en dehors de toute composante anxio-dépressive. Maintenant, pour les troubles factices, est-ce qu'il y a donc
On a vu que le traitement de fond, c'est la psychothérapie, donc c'est le traitement de première intention. Mais, à votre avis, est-ce qu'il y a une place pour les antidépresseurs? Est-ce qu'il y a une place pour les antidépresseurs dans ce cas, dans les troubles factices? L'intérêt, donc, est-ce qu'on peut parler d'une place ou non? Dans quelle situation? En cas de comorbidité et pour gérer donc les IRS, pour gérer l'impulsivité. Parce que ces malades, ils ont une composante impulsive qui peut participer à la production de faux symptômes et du coup, donc, ils ont peut-être un intérêt donc, dans la gestion des troubles factices. Du coup, dans tous les cas, il faut évaluer donc, ces malades d'une façon très approfondie et plus attentive pour voir est-ce qu'il y a ou non une nécessité de les mettre sous antidépresseurs. Donc, une autre situation, c'est lorsqu'on a donc plusieurs syndromes médicalement inexpliqués qui sont regroupés. Donc, une revue, donc, vous connaissez donc le Lancet, il est donc un travail qui est très intéressant, qui a comparé donc l'effet de l'imipramine donc, par rapport au placebo donc, dans la gestion de symptômes somatiques multiples. Donc, le résultat, c'est que l'imipramine a significativement amélioré la santé globale des patients atteints de syndrome fonctionnel multiple. Donc, l'imipramine, donc, il a un intérêt donc, dans cette situation. Maintenant, la dernière situation, c'est lorsqu'il y a donc des symptômes somatiques qui sont associés à la dépression. Et là, vous savez très bien que 50% des patients souffrant d'un épisode dépressif majeur ou d'une dépression se plaignent de multiples symptômes somatiques inexpliqués. Donc, dans les soins primaires, donc, il y a pas mal de malades qui viennent consulter pour des symptômes somatiques alors qu'il s'agit d'une dépression. Et la douleur physique est la principale cause de consultation des personnes avec une dépression. D'accord? On parle dans ce cas de ce qu'on appelait peut-être, ou ce qu'on appelle la dépression masquée. Masquée par la douleur ou bien masquée par de multiples masques, ce qu'on appelle les masques somatiques. Donc, vous voyez donc les différentes plaintes somatiques, il y en a pas mal. Donc, les sensibilités au bruit, donc perte d'appétit, douleur thoracique, brûlure d'estomac, énormément, donc lourdeur des membres, fatigue, manque d'énergie, donc énormément de symptômes. Et là, vous voyez donc la prévalence très importante donc, chez les patients souffrant d'un épisode dépressif majeur et consultent initialement pour des douleurs physiques. Donc, presque les 2/3 des malades qui souffrent d'une dépression consultent dans les soins primaires pour des symptômes physiques médicalement inexpliqués. Donc, d'où l'intérêt de chercher vraiment la dépression. Le médecin généraliste, il doit quand même connaître 2 questions simples pour dépister donc, la dépression. Donc, une question par rapport à l'humeur, khatar, et une autre question par rapport à quoi? Par rapport à l'envie. Ghana. Donc l'humeur et l'envie, donc c'est 2 questions qui sont très intéressantes parce que c'est ce qui forme le noyau de la dépression. D'accord? Maintenant, un autre antidépresseur qui est vraiment nouveau et qui a montré donc un intérêt dans l'amélioration des symptômes physiques donc, de la dépression, c'est la vortioxétine. Donc il est nouveau même pour les psychiatres, ce médicament. Donc il a un double intérêt, au moins d'après les études. Mais on n'a pas de recul parce qu'on n'a pas encore de malades à qui on a prescrit donc, la vortioxétine. De moins, pour la littérature, il parle d'un effet bénéfique pour les symptômes physiques, en dehors des symptômes gastro-intestinaux et de la perte de poids, et aussi un intérêt dans la fonction cognitive, parce que pas mal de malades dépressifs, ils ont un problème donc d'oubli, un problème donc de concentration. Donc, avec ce médicament, il n'y a pas donc ce problème. Donc, toujours, lorsqu'il y a donc un problème lorsqu'on n'arrive pas à maîtriser donc, les symptômes somatiques de la dépression, donc une autre étude qui a comparé donc, l'intérêt donc, d'ajouter donc, l'aripiprazole à un antidépresseur et les comparer donc, avec un autre groupe de malades qui sont mis sous placebo plus antidépresseur.
Et donc l'aripiprazole plus antidépresseur a montré une amélioration significative des scores de symptômes somatiques. Donc l'intérêt aussi d'une nouvelle association, parce que les associations classiques, nos associations classiques, c'était la sulpiride, l'olanzapine. Maintenant, vous avez d'autres médicaments avec lesquels vous pouvez gérer donc les symptômes somatiques des malades, et parmi lesquels la kétiapine et l'aripiprazole. Bien sûr, une association avec d'autres médicaments s'il le faut. Donc, pour résumer, donc, je vais commencer pour faire un petit rappel rapide. Donc, pour l'intestin irritable, donc, les tricycliques, donc, c'est lorsqu'il y a donc, des diarrhées réfractaires. Les IRS en cas de constipation et les IRSNA en cas de douleur. Et on peut avoir recours à l'association antipsychotique atypique avec antidépresseur lorsqu'il y a un syndrome de l'intestin irritable qui est réfractaire. La dyspepsie fonctionnelle, qu'est-ce que vous avez retenu comme antidépresseur? Oui. L'amitriptyline, le laroxyl, et en deuxième intention, les antipsychotiques, notamment le sulpiride. La fibromyalgie, oui. Quel est un traitement? Donc, c'est l'amitriptyline toujours et la duloxétine. En deuxième intention, les douleurs chroniques, la duloxétine et le milnacipran. Et les syndromes fonctionnels multiples, l'imipramine, alors que pour les symptômes somatiques de la dépression, retenez donc la vortioxétine et l'aripiprazole en association avec un traitement antidépresseur. Donc, en guise de conclusion, donc, vous savez très bien qu'il a la place des antidépresseurs dans la prise en charge de ces symptômes et ces syndromes médicalement expliqués, donc il est là. On ne peut pas donc le nier donc cet intérêt. Et la possibilité aussi donc de prescrire ces médicaments par les médecins non psychiatres. Et bien sûr, j'insiste sur la prise en charge multidisciplinaire et je vous remercie pour votre attention, pour votre patience.